Je m'appelle Maxime. J'ai 28 ans et je suis menuisier dans un petit atelier à Marseille, près du Vieux-Port. Mes journées ressemblent toutes à la même. Je me lève à 6 heures du matin, je prends mon café debout comme tous les jours, je mets mes vêtements de travail et je marche jusqu'à l'atelier où l'odeur du bois m'accueille comme une vieille amie. C'est une vie simple, une vie que j'avais choisie parce qu'elle me convient, parce que mes mains aimaient créer des choses, parce que le bois me parle d'une façon que les autres matières ne font jamais. Mais une vie simple peut aussi être une vie vide, et avant de rencontrer Colette, je ne me rendais pas vraiment compte du vide qui habitait le milieu de ma poitrine depuis des années. Colette. Même en écrivant son prénom, quelque chose se réveille en moi, comme une lumière qui s'allume dans une pièce qu'on a laissée dans l'obscurité depuis trop longtemps. Je l'ai rencontrée en avril dernier, dans une de ces petites boulangeries qui existent depuis des décennies dans ma rue. La boulangerie Durand, tenue par un vieux couple qui fait les mêmes croissants depuis 30 ans et qui connaît chaque client par son prénom. J'y allais chaque matin, commandais ma baguette et mon café, et repartais. Routine. Toujours la même routine. Ce matin-là, il y avait une femme que je n'avais jamais vue. Elle était assise à la petite table par la fenêtre, celle qui donne sur la rue, avec une tasse de thé devant elle et un livre ouvert entre ses mains. Elle lisait avec une concentration totale, comme si le monde autour d'elle n'existait pas. Ses cheveux, un mélange de châtain et de gris, tombaient librement sur ses épaules. Elle portait un pull en laine douce, couleur moutarde, et ses doigts, fins et élégants, tournèrent les pages avec une lenteur qui avait quelque chose de presque musical. Je me suis arrêté. Je ne sais pas pourquoi. Mon café chaud dans la main, la baguette sous le bras, j'ai simplement fait une pause. Je la regardais. Et il y avait quelque chose dans la façon dont elle tenait ce livre, quelque chose dans la façon dont ses lèvres esquissaient un petit sourire à chaque phrase qu'elle lisait, qui m'a fait oublier que j'avais un atelier à ouvrir. « C'est bon ?» ai-je demandé, avant de pouvoir me censurer. Je pointais vers son livre, d'un geste maladroit. Elle a levé les yeux. Et là, j'ai eu le sentiment de voir quelqu'un pour la première fois depuis longtemps. Pas juste un visage, une présence. Ses yeux étaient bleu-gris, comme le couleur de la mer de Marseille un matin d'hiver, et ils avaient une lumière dans eux qui ne correspondait pas à ce que j'attendais. Une lumière jeune, vive, espiègle presque. « Très bon », a-t-elle répondu avec un sourire. « C'est un roman sur 2 personnes qui se rencontrent par hasard dans une boulangerie. » Elle a sourillé à la fin de sa phrase, et j'ai compris qu'elle se moquait gentiment, pas de moi, de la situation, de cette coïncidence qui était presque trop belle pour être vraie. « Colette » a-t-elle dit, en tendant sa main. « Maxime. » Sa main dans la mienne. Petite, chaude, ferme. Et dans les yeux ce regard qui semblait me voir d'une manière que personne ne m'avait vu depuis très longtemps. Peut-être jamais. Elle m'a dit qu'elle avait 65 ans. Pas ce jour-là, mais plus tard, beaucoup plus tard, après que nous ayons passé plusieurs matins à nous retrouver dans cette même boulangerie. Elle me l'a dit simplement, sans gêne, comme on dirait sa couleur préférée ou la ville où on est né. Et j'ai réalisé que j'avais à peine pensé à son âge avant ce moment. Parce qu'il y avait quelque chose en elle qui rendait l'âge complètement secondaire. C'est ce qui est le plus difficile à expliquer à ceux qui ne l'ont pas vécu. Les gens imaginent que quand on aime quelqu'un qui a beaucoup plus d'années que soi, on voit d'abord les rides, les cheveux gris, la différence. Mais ce n'est pas comme ça. Ou plutôt, ce n'est pas ça qui compte. Ce qu'on voit d'abord, c'est ce qui brille à l'intérieur. Et chez Colette, ça brillait. Intensément. Elle avait été institutrice pendant toute sa vie. 38 ans dans les salles de classe. 38 ans à regarder des enfants grandir, à les regarder apprendre, à être celle qui leur ouvrait les portes vers des mondes qu'ils ne connaissaient pas encore. Elle me parlait de ses anciens élèves avec une tendresse qui faisait gonfler sa poitrine, de ces petits visages qu'elle n'avait jamais oubliés, de ces moments où un enfant qui ne voulait pas lire avait enfin ouvert un livre et ne l'avait plus voulu refermer. « L'enseignement, c'est comme cultiver un jardin », m'a-t-elle dit un matin, ses mains autour de sa tasse. « Vous plantez des graines. Parfois, elles poussent vite, parfois ça prend des années. Mais vous ne savez jamais d'avance quel jardin vous allez créer. » Je l'écoutais. Je l'écoutais vraiment, avec cette attention que j'avais rarement accordée à quelqu'un dans ma vie. Ses mots avaient une musique. Ses phrases avaient un rythme. Et chaque matin, j'attendais ce moment avec une impatience qui grandissait jour après jour.
C'est dans les petits détails que j'ai compris ce qui rendait Colette si différente. La façon dont elle riait, par exemple. Pas un rire poli, social, qui s'arrête à temps. Non, un rire qui partait du ventre, qui secouait ses épaules, qui faisait plisser ses yeux. Un rire qui avait pas de limite, pas de calcul. Un rire qui belonged to someone qui ne s'inquiétait plus de ce que les autres pensaient depuis longtemps. Et je trouvais ce rire plus séduisant que tous les regards que les femmes de mon âge m'avaient jamais jetés. Puis, il y avait sa curiosité. Elle voulait savoir tout. Comment je choisissais mon bois, comment je sculptais, comment les arbres devenaient des meubles entre mes mains. Elle posait des questions avec des yeux mieux qu'un enfant de 5 ans qui découvre le monde pour la première fois. Et quand je lui expliquais, elle écoutait avec cette attention entière, cette présence totale, comme si ce que je disais était la chose la plus passionnante qu'elle ait jamais entendue. « Tu as un don, Maxime », m'a-t-elle dit un jour, après que je lui ai montré un morceau de bois que j'avais sculpté. « Tes mains parlent, elles créent des choses qui font parler les gens qui les regardent. Personne ne m'avait jamais dit quelque chose comme ça. » Et quand elle me l'a dit, avec ses yeux bleu-gris qui me regardaient avec une sincérité absolue, j'ai senti quelque chose se fissurer dans ma poitrine. Pas de la douleur. Le contraire, comme si une coquille que je portais depuis des années s'est enfin tombée, et que la lumière entrait pour la première fois. Les matins dans la boulangerie sont devenus les après-midi dans les parcs. Les après-midi sont devenus les dîners dans son petit appartement du Panier, à 2 pas de la cathédrale Notre-Dame de la Garde. Elle vivait là depuis 20 ans, dans un endroit que j'aurais pu passer devant 1000 fois sans jamais remarquer. Mais une fois à l'intérieur, c'était un autre monde. Des livres partout, des plantes dans chaque coin, des photos de ses élèves sur les murs, un canapé en velours bleu où on pouvait rester des heures sans se lasser. Et les senteurs de cette maison, cinnamon et papier ancien, et quelque chose de chaud que je n'ai jamais pu identifier, qui se sont gravés dans ma mémoire comme une chanson qu'on ne peut plus oublier. Le premier soir où j'ai dîné chez elle, elle m'a fait une bouillabaisse. Pas un de ces plats préparés en 5 minutes. Une vraie bouillabaisse. La vraie, celle qui prend des heures à préparer. Celle où les senteurs de poisson frais et de safran remplissent toute la maison. Elle me l'a préparée en me racontant des histoires, en allant et venant entre la cuisine et le salon où j'étais assis, un verre de rosé dans la main. Et je la regardais. Je la regardais avec les yeux comme si elle était le spectacle le plus magnifique que la vie m'ait jamais offert. C'est ce soir-là que je l'ai vraiment vue. Pas la femme de 65 ans. Pas la professeure à la retraite. Je l'ai vue, elle. La vraie elle. Celle qui se cachait derrière les années, derrière la patience, derrière la sagesse. Une femme qui avait encore tellement de vie en elle, tellement de chaleur, tellement de lumière. Une femme qui semblait tellement jeune par l'intérieur que ça me faisait le cœur serré. Je me souviens du moment où ça a basculé. Colette était dans la cuisine, elle tournait sa casserole avec une cuillère en bois et elle chantait. Petit à petit, doucement. Une ancienne chanson, du genre de celle qu'on chante dans les maisons quand on est petit. Sa voix n'était pas parfaite. Elle avait une brisure dans le grave qui la rendait plus belle encore. Et je la regardais, et le soleil entrait par la fenêtre et tombait sur ses cheveux, et quelque chose en moi a dit « C'est elle. C'est vraiment elle. » Le baiser est venu naturellement. Pas un soir en particulier, pas un moment dramatique. On était dans son salon, elle me lisait un passage d'un livre qu'elle adorait et elle a levé les yeux au-dessus du livre. Et nos regards se sont croisés. Et il y a eu un silence. Pas un silence gênant. Un silence plein. Un silence qui contenait tout ce que nous ne disions pas depuis des semaines. Et dans ce silence, elle a refermé le livre, doucement, et elle s'est approchée. Et elle m'a embrassé. Ses lèvres étaient douces, chaudes, et le baiser avait une saveur que je ne pouvais pas nommer. Il avait la saveur du thé qu'elle buvait, du safran de sa cuisine, de quelque chose de plus profond encore. Comme si en ce moment, en ce contact, elle me donnait une partie de sa vie, de ses années, de sa lumière. Et je recevais chaque bite avec un bonheur qui me faisait presque mal. Quand nous nous sommes séparés, elle a mis sa main sur ma joue et elle a dit « Je t'avertis, Maxime, ça va changer ta vie. » Elle avait raison, ça a tout changé. Les semaines qui ont suivi ont été comme vivre dans un rêve que tu ne veux pas quitter. Chaque matin, je me réveillais avec un sourire. Chaque soir,
J'attendais de la voir. Ses messages dans la journée me faisaient sourire comme un adolescent. Et quand nous étions ensemble, le temps n'existait plus. Les heures passaient comme des minutes. Le monde dehors disparaissait. Mais le monde dehors, justement, ne disparaissait pas vraiment. Le monde dehors, il regardait. Il jugeait. Les premières fois où nous sommes sortis ensemble, publiquement, les regards étaient là. Dans le métro, dans les magasins, dans les restaurants. Les yeux qui glissèrent de moi à elle, puis de elle à moi, avec une expression qui oscillait entre la surprise et le désaveu. Une fois, dans un café, une femme a regardé Colette, et puis m'a regardé moi avec un air qui voulait dire « Est-ce que tu es sérieux ?» Colette m'a vu le voir, et elle a sourié. Pas un sourire forcé. Un sourire vrai, calme, qui disait « Je suis ici, je t'aime ». Et les regards des autres n'ont jamais changé ça. C'est une des choses qui m'a le plus frappé chez elle. Cette liberté qu'elle avait par rapport au regard des autres. 65 ans d'expérience lui avaient appris que les opinions des gens sont éphémères, que les jugements ne changent rien à ce qu'on ressent à l'intérieur, et que la vraie vie se vit entre soi et la personne qu'on aime, pas dans les yeux de ceux qui ne comprennent pas. Ma famille, c'est une autre histoire. Ma mère, quand elle a appris, n'a pas bien réagi. Pas de la colère, exactement. Plus de la confusion. Un silence d'abord, puis des questions. Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que tu as pensé à ce que ça signifie? Est-ce que tu as pensé à demain? Maman, lui ai-je dit au téléphone un soir, ma voix calme mais ferme. Je n'ai pas pensé à demain. Je pense à aujourd'hui. Et aujourd'hui, je suis plus heureux que je ne l'ai jamais été. N'est-ce pas suffisant? Elle a raccroché sans répondre. Mais 2 semaines plus tard, elle a accepté de dîner avec nous. Le repas a été awkward au début, les regards un peu trop polis, les phrases un peu trop choisies. Mais Colette, comme à chaque fois, a fait ce qu'elle faisait le mieux. Elle a été elle-même. Elle a posé à ma mère des questions sur sa vie, sur son enfance, sur la façon dont elle avait élevé ses enfants. Et ma mère, à ma surprise, s'est ouverte. Vers la fin du dîner, j'ai vu quelque chose dans les yeux de ma mère que je ne les avais pas vus depuis longtemps. Du respect. « Elle est bien », m'a-t-elle dit après, en partant. « Elle est très bien. Je ne comprends pas encore tout, mais elle est bien. » C'était assez pour moi. Les mois ont passé. Et notre relation s'est épaissie, s'est profondisée, comme un arbre dont les racines s'étendent dans la terre plus loin à chaque saison. Nous ne vivons pas ensemble, pas encore. Sa maison est la sienne, la mienne est la mienne. Mais nos vies se sont entremêlées d'une façon qui rend l'idée de les séparer absurde. Je passe plusieurs nuits par semaine chez elle. Elle vient dans mon atelier me regarder travailler, avec un thé dans la main et un livre sur les genoux. Le week-end, nous explorons Marseille comme si c'était une ville que nous n'avions jamais connue. Elle me montre les endroits qu'elle aimait à 20 ans. Je lui montre les endroits que j'aime maintenant. Et dans les petits moments, les plus simples, c'est que j'ai trouvé le bonheur. Un matin où elle dort encore quand j'arrive chez elle, ses cheveux étalés sur l'oreiller, un sourire déjà sur ses lèvres comme si elle rêvait de quelque chose de bon. Un soir où nous sommes assis sur son balcon et les lumières de Marseille brillent dans la nuit, et elle pose sa tête sur mon épaule sans dire un mot. Une dimanche où elle cuisine et chante et rit en même temps, et où j'ai envie de l'embrasser là, à milieu de sa phrase, au milieu de sa chanson. Les gens nous demandent parfois « Et demain? Qu'est-ce qui va arriver ?» Et je leur réponds la même chose que Colette m'a dit le jour de notre premier baiser, je pense à aujourd'hui. Parce que la vérité, la vraie vérité que cette aventure m'a apprise, c'est que personne ne sait ce que demain va apporter. Personne ne peut garantir que demain sera comme aujourd'hui, que les personnes qu'on aime seront encore là, que la vie ne changera pas tout du jour au lendemain. Alors pourquoi perdre ce qu'on a maintenant en s'inquiétant de ce qu'on n'a pas encore? Colette m'a appris ça. Cette femme de 65 ans, avec ses yeux bleu-gris comme la mer de Marseille en hiver, avec son rire qui partait du ventre et ses mains qui aimaient les livres comme je les aimais le bois, m'a appris à vivre. À vraiment vivre. À être présent dans chaque moment comme si c'était le dernier. À aimer sans peur, sans condition, sans calcul. Le jour où je l'ai regardée pour la première fois dans cette petite boulangerie, je ne l'ai pas cru. Je ne pouvais pas croire que cette femme, avec ses 65 ans, pourrait changer ma vie à ce point.
Je ne pouvais pas croire que derrière les années, derrière le temps, il y avait une âme aussi jeune, aussi vibrante, aussi lumineuse. Mais la vie, parfois, elle vous surprend. Elle vous met devant vous une personne que vous n'attendez pas, dans un endroit que vous ne l'attendez pas, et elle vous dit « Regarde, vraiment regarde, parce que derrière ce que vous voyez, il y a quelque chose de bien plus grand. » Et moi, à 28 ans, dans une boulangerie de Marseille, j'ai regardé, et j'ai vu, et je ne regretterai jamais.